La réputation de son climat a fait le tour du monde et son nom provoque le frisson. La Sibérie est un enfer glacé où, dit-on, l'hiver dure 12 mois. Le reste, c'est l'été. Sur le dos gelé du lac Baïkal, l'équipe d'Oussoyen Nature, composée d'Henri Garcia, plongeur de l'extrême, de Laurent Balesta, biologiste marin, de Damien Chattard, spécialiste de l'éclairage sous-marin, et de Cyril Tricot, caméraman des profondeurs, va tenter la difficile exploration de ce cœur de cristal, recelant des secrets vieux de millions d'années. Et voilà, la porte est ouverte, messieurs. Nicolas Hulot, adepte de tous les engins susceptibles de le propulser dans la troisième dimension, a choisi d'utiliser un prototype d'ultra léger motorisé pour rejoindre l'équipe de plongeurs. Le Whoopi est un avion plume, un engin hybride né de l'imagination de Laurent de Calbert-Maten, sorte de Merlin l'enchanteur helvétique passionné de vol. Il cherchait à alléger les modèles existants, à rendre plus pratique leur transport et leur assemblage. Parti du concept du parapente motorisé classique, l'inventeur du Whoopi a conçu cette aile volante au profil gonflé autostable de près de 10 mètres d'envergure. L'appareil peut être opérationnel en 15 minutes. Plutôt appréciable quand la température frise les moins 30 degrés. Nicolas Hulot est le second pilote à le tester, après l'essayeur suisse Guy Bertrand-Jacquier. Il ne peut rêver plus belle piste d'essai que le pont de ce porte-avions de glace, plus grand que la Belgique. L'unique référence visuelle dont Nicolas dispose est le petit groupe de plongeurs d'Oussoyen Nature perdu sur le lac gelé et près duquel il doit se poser. Et voilà. Ça commence à chahuter là. Oh là là, la beauté de ce lac. Je me rendais pas compte, vu du ciel, de l'épaisseur de la glace. J'ai vu que vous aviez fait le trou, elle fait combien l'épaisseur là? 40 cm. Ah oui, donc en fait elle est pas épaisse du tout parce que en plein hiver ici, on peut avoir 2 mètres de glace. C'est pour ça que je voyais l'eau en transparence. Et c'est magnifique parce qu'on s'en rend pas compte quand on est au niveau du lac. Mais il y a des palettes de couleurs sur le lac Baïkal. Tu passes du bleu marine profond, par moment tu as des eaux noires, et puis l'autre quand tu as des plaques de neige comme ça, et du ciel, c'est une mosaïque, c'est splendide. Mais il était temps de se poser parce que je commençais à me faire un peu chahuter dans tous les sens. T'as pas eu trop froid là, hein? À la fin, là, si j'avais un peu froid. Bon, je me déséquipe et je vous retrouve. On va finir le trou, hein? Ouais, Ok, à tout de on suite. se retrouve très vite. À tout de suite. On voit bien que c'est quand même très léger, parce que ça vole quasiment tout seul. Et là, on bouge plus. Il y a une chose qui est hallucinante quand on arrive comme ça en Sibérie et qui frappe le visiteur, c'est l'échelle des choses qui nous dépasse complètement.
Et le lac Baïkal en est particulièrement démonstratif. Il faut dire que c'est le lac de tous les records. D'abord, c'est le lac le plus ancien qui soit, 23 millions d'années, c'est exceptionnel. Le plus profond, 1600 mètres de profondeur. Et si on tient compte des dimensions du lac, ce croissant qui s'étend sur plus de 630 km de longueur et 80 km de largeur, ben ça en fait simplement la plus grande réserve d'eau douce du monde, à égalité avec l'ensemble des eaux du bassin amazonien, si on ne tient pas compte évidemment des 2 calottes polaires. Puis un des éléments remarquables aussi, c'est que c'est le lac le plus riche qui soit sur un plan biologique, et plus de 80% de ce qui vit dans ce lac y est endémique. Ça veut dire qu'on ne le trouve qu'ici, au lac Baïkal. C'est un lac qui a toujours frappé les esprits. Il a été évoqué dans des textes très anciens. Les premiers à l'avoir évoqué, ce sont les Chinois, juste avant que les explorateurs russes ne le découvrent, et ils l'ont appelé à l'époque la mer Glorieuse, alors que les Bouriates, les premiers habitants originels du lac, l'ont appelé l'œil bleu de Sibérie ou la mer sacrée. Mais ce qui est amusant, c'est que quiconque a évoqué ou évoque ce lac le fait toujours avec beaucoup de déférence, comme si ce lac immortel en imposait aux uns et aux autres. En tout cas pour nous, c'est une somptueuse voie d'accès pour rentrer dans l'immensité sibérienne. Bonsoir, Ushuaïa Nature dans l'empire du froid, l'enfer des uns, la terre promise des autres. C'est sûr que la Sibérie n'a pas la même couleur pour tous et alimente quelque part la confusion des sentiments. Selon qu'on y allait de son plein gré ou pas, qu'on y était conquis ou conquérant, l'histoire n'avait pas le même charme. Mais la Sibérie jouit quand même dans l'esprit de tous d'une dimension quasi mystique. Et ici, les relations entre l'homme et la nature ressemblent à un éternel bras de fer. 2 temps forts dans Ushuaïa Nature. D'abord, la plongée dans le lac Baïkal pour aller voir justement cette nature qui a été particulièrement inventive, au point de devenir un véritable creuset biologique. Et puis plus tard, avec Boris Chichlo, qui est l'ethnologue d'Ushuaïa Nature, spécialiste des peuples autochtones de Sibérie, nous irons à la rencontre des Nénets, ces nomades éleveurs de rennes qui vivent au-delà du cercle polaire arctique et qui ont érigé en culture l'art et la manière de vivre et de s'adapter dans des milieux extrêmes. J'espère que entre le lac Baïkal et le territoire des Nénets, chemin faisant, nous croiserons quelques-uns des animaux emblématiques de la Sibérie, à commencer peut-être par le tigre de Sibérie, le loup de la taïga et le bœuf musqué de la toundra. Croisons les doigts, davai, comme l'on dit en russe, en avant, on y va. Posez là. On va déconnecter cette petite turbine qui permet à l'aile de rester en pression. Voilà, c'est ce petit son que l'on entendait, et rejoindre les plongeurs. Très loin au nord-ouest de l'œil bleu de la Sibérie, bien au-delà du cercle polaire arctique, Boris Chichlo, chercheur au CNRS et spécialiste des peuples oubliés de la Sibérie septentrionale, glisse sur la toundra immaculée en compagnie d'Andrei, chef d'un clan de nomades Néniets appartenant à la trentaine de minorités ethniques habitant le Grand Nord. Ancien professeur à l'université de Leningrad jusqu'en 1977, Boris Chichlo a passé de longues années chez ces peuples de la civilisation du renne qui ont su s'adapter à l'extrême âpreté de la nature environnante. Dans ce Sahara glacé en noir et blanc, où la nuit le dispute au jour durant le long hiver sibérien, subsistent 35 000 Néniets, dont 7 000 restent d'authentiques pasteurs nomades. Hommes, femmes, enfants et animaux se sont accommodés, à l'instar de leurs ancêtres, de cette vie totalement calquée sur la nature, en étroite symbiose avec elle. Une nature qui ne leur facilite pas la vie, mais qui leur apporte pourtant tout ce dont ils ont besoin. Cette vie à nul autre pareille, les Néniets l'acceptent, la prolongent, en perpétuent la tradition. Le blizzard pourchassant les Néniets est le même qui balaye l'immensité du lac Baïkal et la Sibérie tout entière. Les plongeurs d'Ushuaïa Nature sont coutumiers des pires conditions. Mais ils ont ici quelques soucis supplémentaires pour conditionner leur matériel.
Une plongée sous la glace est toujours délicate, dangereuse et surtout inconfortable. Pas trop gelé? Ouais, ça va, c'est le matériel. S'équiper lorsque la température en surface est de moins 30 degrés complique les choses. Chacun espère souffrir un peu moins une fois immergé dans l'eau du lac à 1 degré. Comme lors d'une plongée en siphon ou en grotte inondée, il est indispensable de dérouler un fil d'Ariane permettant de retrouver aisément l'unique point de sortie. Henri Garcia utilise le matériel spécifique des alpinistes, piolets, mousquetons et broches à glace qu'il vise consciencieusement à bonne distance les unes des autres. Ici, pas question d'espérer venir respirer à l'air libre ailleurs qu'au point d'entrée, qu'un membre de l'équipe doit impérativement empêcher d'être repris par le gel. Ce genre de plongée procure la sensation étrange de se déplacer dans une autre dimension, avec pour séparation entre les deux mondes une épaisse paroi transparente mais totalement infranchissable. Une situation à éviter à toute personne souffrant de claustrophobie. La couche inférieure de la glace, en contact permanent avec l'eau du Baïkal, est modelée par le courant. Instable par endroits, elle se détache en lamelles plus cassantes que la plus fine des plaques de verre. Impossible d'installer une sécurité avant d'avoir atteint la couche de glace compacte. Le travail est harassant. Le froid engourdit les muscles et ralentit les gestes. Mais la voie est enfin équipée et sécurisée pour Nicolas et le biologiste Laurent Balesta, qui attendent le feu vert pour se mettre à l'eau et aller observer les richesses sous-marines du plus grand lac de la planète. Sécurité supplémentaire, Henri Garcia accroche au fil d'Ariane une balise lumineuse pour signaler le point de sortie aux plongeurs. Ça souffle là. Ouais, c'est un peu limite là. Hein. Tu vois tous les reliefs qu'on voit autour du lac Baïkal, c'est probablement les conséquences de l'écartement des plaques tectoniques. On est sur un rift ici. Voilà, et c'est ce qu'on appelle des épaulements, et à mesure que ces plaques s'écartent, ça crée tous les reliefs Au alentours. fur et à mesure que ça s'effondre au milieu, ça remonte sur les bords. Et la genèse de ce lac a démarré probablement aux alentours de 23-24 millions d'années. Il faut dire qu'un lac très vieux, c'est en général 20 ou 30 000 ans. Voilà, si Ici, on passait, on accélérait l'histoire de la Terre, on n'aurait même pas le temps de les Voilà, il apercevoir. faut imaginer les lacs comme on les connaît, à l'échelle des temps géologiques, c'est des flaques d'eau. Un lac, ça apparaît, ça disparaît. Normalement, un lac, il meurt rapidement tout simplement parce qu'il se comble Se comble. par les dépôts de sédiments. Le développement de la vie dans un lac, c'est aussi C'est la chronique de sa mort annoncée, quoi. Exactement. Parce que quand un lac, la vie s'y développe, on arrive dans un phénomène qu'on appelle d'eutrophisation, tout simplement. Il n'y a pas assez de place pour la vie, elle s'asphyxie et elle meurt. Alors qu'ici, d'abord parce que le lac s'agrandit à peu près, on va dire, d'1,5 cm ou 2 par an, en largeur et en profondeur. Et puis en même temps, il y a un phénomène d'oxygénation qui a été de tout temps propice à la biodiversité, enfin à l'épanouissement de la biodiversité. l'eau a différents poids en fonction de sa température. Et quand elle va se réchauffer, c'est pas le cas pour l'instant, mais quand elle va se réchauffer, qu'elle va atteindre 4 degrés, et bien à ce moment-là, l'eau va couler tout simplement. Et ça va brasser l'eau et ça suffit ça pour oxygéner. L'eau du lac brassée en permanence permet l'installation de la vie de la surface jusqu'au fond. Et ce qui est très curieux, c'est que quand on sait que normalement la formation d'un rift
précède la formation d'un océan. Donc quelque part, la destinée de ce lac, d'ailleurs, sa dimension en est déjà un aperçu, deviendra ce lac Baïkal probablement dans quelques millions d'années un océan. Et on a l'impression, c'est ce qu'on va voir sous l'eau, que la nature s'y conditionne déjà et s'y prépare parce qu'il y a presque un phénomène, je dirais, de mimétisme, de similitude dans les organismes d'eau douce qui commencent à ressembler à des organismes océaniques. 3000 ou 3500 espèces, Voilà, c'est énorme. 2500 espèces d'animaux, plus de 1000 espèces de végétaux. On est ici dans le système d'eau douce le plus riche en nombre d'espèces de la planète. Essaye de faire quoi? Une plongée de 40 minutes max? Si la saumure rend la banquise de mer opaque, l'épaisse croûte de glace recouvrant le lac Baïkal, constitué d'eau douce, est transparente comme du verre. Les plongeurs aperçoivent sans difficulté l'homme marchant à la surface. L'exceptionnelle pureté des eaux et la transparence de la glace permettent à la lumière de pénétrer jusqu'à plus de 40 mètres de profondeur. Dès les premiers mètres, les fonds rocheux sont colonisés par des forêts d'éponges vertes arborescentes que l'on ne trouve qu'ici en Sibérie. Vestiges du passé, elles n'ont pratiquement pas évolué depuis l'ère tertiaire. D'ordinaire beaucoup plus discrètes, elles atteignent dans le Baïkal 1 mètre pour les plus grandes et mettent environ un siècle pour parvenir à cette taille respectable. Appartenant à une seule et même famille, les scientifiques se perdent encore en conjectures sur leur origine précise. Leur superbe couleur verte est due à la présence d'algues symbiotiques microscopiques qui pullulent à l'intérieur des tissus de l'éponge. Outre leurs tissus qu'elles partagent, les éponges offrent aussi le gîte et le couvert à des centaines d'espèces d'amphipodes, un groupe très ancien appartenant à celui des crustacés. Protégés par les innombrables plis et cavités de l'éponge, ils récupèrent sur celle-ci les débris organiques apportés par les courants. Improprement baptisés du nom d'espèce Parasitica, en raison de leur omniprésence à la surface des colonnes vertes, ces petites puces d'eau mesurent à peine quelques millimètres. Ce n'est pas le cas de l'une des curiosités du lac Baïkal, le gamar géant. Avec ses presque 10 cm de longueur, cette puce d'eau est un Gulliver au sein de son groupe zoologique. Dans ces eaux cristallines, en l'absence des fossoyeurs classiques que sont les crabes et les écrevisses, les amphipodes appartenant à des groupes antérieurs ont conquis l'ensemble des niches écologiques. Les éponges, la roche, les sédiments, la pleine eau et même la glace. La taille exceptionnelle de ces gamars n'est pas leur seule originalité. Ils sont pourvus de nombreux éperons. Ce bouclier d'épines est largement assez repoussant et dissuasif pour rebuter les rares prédateurs désirant s'y frotter. Nicolas et Laurent sont fascinés par ce curieux animal, semblant sorti tout droit d'un film de science-fiction. Comme autant de petits cuirassés, des millions de gamars ont réussi leur invasion du lac Baïkal. D'autres espèces d'amphipodes
ont élu domicile directement sous la glace. Ils trouvent là la nourriture abondante offerte par le plancton mort, piégé par l'eau solidifiée en fines lames transparentes. Les chabots sont une famille de poissons présente dans à peu près toutes les eaux douces ou salées du globe. Appartenant généralement à une espèce unique, ils sont d'ordinaire en quantité peu abondante. Or, dans l'immense lac Baïkal, dont on dit qu'il faudrait que tous les fleuves de la planète se jettent pendant 1 an dans son réservoir pour le remplir, les chabots n'entrent en concurrence avec aucun autre poisson. Au plus froid de l'hiver, en janvier, février, mars, les chabots semblent hiberner. Ils restent immobiles à l'abri sous les pierres, comme anesthésiés. Les seuls à rester actifs pendant cette période difficile sont les chabots à ailes jaunes. C'est pour eux l'époque de la ponte, puis de la longue surveillance des œufs jusqu'à leur éclosion au premier beau jour. Frigorifiés après une plongée de 45 minutes, Nicolas et Laurent regagnent la surface. Un autre mammifère inattendu sur cette banquise d'eau douce reprend aussi sa respiration. Au fil de l'évolution, la faune et la flore ont su s'adapter et se diversifier dans ce lac unique au monde. Pour l'explorer, l'étudier et le surveiller, des scientifiques cherchent les solutions les plus appropriées. Vassilievitch Kolganov, ingénieur aéronautique, a construit ce prototype de bimoteur pour survoler le gigantesque lac, hiver comme été, à basse altitude et vitesse réduite. L'appareil, un Ivolga, en est encore au stade expérimental. Mais le biologiste Evgeny Baranov profite de ce moyen d'observation rapide pour mener ses études sur le nerpa, une des 3 espèces de phoques d'eau douce, le seul à vivre aussi loin de la mer. L'ancêtre du nerpa, ou Phoca sibirica, serait apparenté aux phoques de l'Arctique. Il aurait migré des mers septentrionales vers le Grand Lac, aux lointaines aires glaciaires, en suivant les fleuves Yenisei et Angara. Il aurait ensuite lentement évolué en fonction de son nouvel environnement géographique. Repérer ces petits mammifères sur l'immensité du Baïkal équivaut à chercher une aiguille dans une botte de foin. Cet animal, âgé d'environ 1 an, ne semble pas perturbé par la présence du biologiste. Morphologiquement, le nierpa diffère de ses cousins marins. Ses griffes sont plus importantes et plus puissantes,
probablement en raison de la texture de la glace lacustre, beaucoup plus dure que la banquise de mer. L'implantation de ces dents et leur plus grand nombre d'aspérités correspondrait à une alimentation constituée de poissons de petite taille. Le scientifique note scrupuleusement le lieu et l'heure de la rencontre, puis les caractéristiques physiques de l'animal. Il prend ses mensurations et vérifie avec un appareil spécial l'épaisseur de graisse sous la peau, gage de bonne santé. Près de 4 cm et demi, tout va bien pour ce jeune. Après auscultation, l'animal regagne son trou d'eau libre. Une ouverture généralement pratiquée dans la glace par les pêcheurs bouriates, l'une des plus importantes ethnies autochtones sibériennes. Nicolas et Laurent Balesta ont emprunté un antique sidecar pour rejoindre sur la côte méridionale le musée laboratoire de Vyacheslav Maximov. Regardez là, il y a des fractures. Si jamais on met la roue dedans, là on est mal. La débâcle n'est pas loin. Ouais. Je pensais que la glace serait plus épaisse, moi. Non, cette année, la glace est très peu épaisse par rapport aux autres années. En général, on peut faire 1,20 m d'épaisseur. S'il y a des petits tas de neige, c'est des trous de phoque. Ah, il faut passer à côté, quoi. À cette époque-là, tous les phoques sont dispersés et c'est le moment où les femelles choisissent de mettre bas. En fait, quand la glace fait 1,20 m d'épaisseur, les femelles creusent des galeries dans l'épaisseur de la glace. Et c'est là qu'elles cachent leurs petits. Combien il y en a, à ton avis, encore des Nirpas dans le Baïkal? C'est estimé à peu près à 100 000 individus, mais ces chiffres ne sont pas sûrs du tout. Ça me plairait bien de voir, hein. Ouais. Dessus et dessous. Et cette année est une année un peu spéciale. La glace n'est pas très épaisse et il est probable que les natalités soient très faibles cette année. Une fois par semaine, Vyacheslav Maximov enfourche sa vieille bicyclette et s'élance sur la glace vive. Depuis 30 ans, ce biologiste russe étudie les eaux de ce grand lac atypique, alimenté par plus de 500 cours d'eau et dont seul s'échappe le puissant fleuve Angara. Son petit labo sur le lac ne paie pas de mine. Situé à 500 mètres du rivage, il se résume durant l'hiver à 2 baraquements en bois posés sur la glace. Quand vient la débâcle, le scientifique dispose alors d'une petite barque ponton. Au moyen d'un treuil installé au-dessus du trou pratiqué dans la couche de glace, le scientifique, aidé de ses assistants, fait descendre des éprouvettes dans les profondeurs du lac pour prélever des échantillons de ses eaux. Le système est rustique, fiable et efficace. Le câble d'acier, muni d'une lourde gueuse à son extrémité,
a été soigneusement étalonné. Maximoff fixe à la longueur correspondant à la profondeur du prélèvement souhaité une cloche de verre étanche. Le scientifique fixe sur le câble un gros plomb coulissant, puis il le lâche. Quelques instants après, 200 mètres plus bas, la masselotte brise le col du récipient permettant à l'eau de pénétrer. Il suffit alors d'actionner le treuil pour remonter le câble. Ces prélèvements effectués, Maximoff, muni des précieux échantillons, regagne l'Institut de limnologie du pittoresque village de Listbianka, sur la rive sud-est du Baïkal. Religieusement, le biologiste entrepose son butin du jour dans la salle du muséum. L'analyse de l'eau prélevée à moins de 100 mètres sera faite ultérieurement. Sur les rayonnages est alignée une incroyable collection de bocaux contenant tous les spécimens connus de la faune et de la flore du lac Baïkal. De l'algue microscopique à l'eau moule, le poisson le plus prisé des pêcheurs riverains, le muséum se veut la mémoire du Baïkal et Maximoff le gendarme de la qualité de ses eaux. La saison avance. Déjà, le petit village de Listbianka se libère de la neige, mais le lac est encore totalement pris par la glace pour de longues semaines. Il faudra attendre 2 mois pour non plus rouler, mais naviguer à sa surface. Nicolas. Maxime. Ils sont là beau là. Ouais. Voilà. Et après, à un moment donné, tu vois, là, on voit les bords de C'est bien, l'endoscope. ça. Ouais, c'est sympa ça. C'est beau. Hein. L'intérêt des endoscopes, c'est que ça permet quand même de rentrer à une échelle beaucoup plus petite que ce que l'on peut voir sous l'eau. Et là, on rentre quand même dans des détails qu'on serait incapable de voir à l'œil nu sous l'eau. Regarde, là, il est plein écran, alors qu'il fait que quelques millimètres. Et ce quelque chose, c'est un amphipode. Alors, c'est une banalité de dire amphipode dans le lac Baïkal, puisqu'il n'y a quasiment que des amphipodes dans le groupe des crustacés visibles à l'œil nu. C'est l'espèce la plus prolifique ici. C'est le de très loin. groupe le plus prolifique. prolifique, hein, avec plus de 300 espèces. Alors, les amphipodes, par rapport à nos crustacés évolués, c'est-à-dire les décapodes, c'est-à-dire les crabes, les écrevisses, les amphipodes sont un groupe antérieur d'un point de vue de l'évolution. Amphipode, ça veut dire pod, les pieds, amphi, différents, les pieds différenciés. C'est-à-dire qu'on voit nettement, il y a des pieds faits pour marcher, d'autres pour nager, et d'autres pour saisir. C'est le début. Chez les amphipodes, c'est le début des pinces, des prémices d'une pince. Tu vois ça, cet organe qui est en fait cette dernière articulation qui vient se recourber sur l'avant-bras, je dirais. Mais en fait, c'est les prémices d'une pince. Et l'étymologie du mot décapode? Pod, les pieds, déca, 10. Il y a rarement un lieu sur la planète qui a fait l'objet d'autant d'études scientifiques chaque année, et ce depuis assez longtemps. Comment on peut expliquer la qualité quasi légendaire des eaux du Baïkal? En premier lieu, par l'âge de l'eau elle-même, qui a traversé plusieurs centaines de fois des réacteurs microbiologiques. En deuxième lieu,
par la structure de la cuvette du lac Baïkal, qui est constituée de roches éruptives purifiées à maintes reprises, et en troisième lieu par le climat rigoureux et les bactéries qui s'attaquent littéralement à chaque molécule organique, les éliminant de l'eau. C'est ainsi que l'eau est d'une transparence unique, d'une incomparable pureté. Ça fait 40 ans que vous faites des prélèvements dans le lac Baïkal. Est-ce que les eaux du lac Baïkal sont de plus en plus polluées ou est-ce que la pollution, notamment due aux usines de pâte à papier et de fabrication de cellulose, est marginale ou est-ce qu'il y a de quoi s'inquiéter? Par chance, dans le lac Baïkal ne se déversent que des composants organiques et minéraux provenant de l'écosystème superficiel. C'est pourquoi il ne peut être question aujourd'hui de pollution du lac Baïkal. L'usine de pâte à papier est en exploitation depuis 35 ans. Et si durant toutes ces années quelque chose de mauvais s'était déroulé, on l'aurait constaté. Premiers habitants des rives du Baïkal, les Bouriates vouent au lac un culte permanent. Ils se sont érigés en défenseurs de cette mer sacrée de Sibérie. Une manière noble de se réapproprier leur culture ancestrale après leur russification au XIXe siècle, puis leur soviétisation musclée qui les avait contraints à oublier leurs racines et leur langue. Chamanistes à l'ouest du lac, bouddhistes sur les rives orientales, les Bouriates sont à l'origine des nomades ou semi-nomades, chasseurs-éleveurs. Beaucoup se sont sédentarisés. Pour les Bouriates du lac, l'hiver est aussi la saison de la pêche. Ils y vont à moto, à vélo, en jeep ou en camion. On y a même posé des rails durant la guerre russo-japonaise en 1904. 60 locomotives et 2000 wagons emplis d'hommes et de munitions ont rejoint le front de l'Est en passant sur la glace et les 1680 mètres d'eau dormant au-dessous. La technique de pêche des Bouriates n'a guère évolué. Après avoir creusé un premier trou d'une cinquantaine de centimètres, les hommes confectionnent un long chevron à l'aide de planches qu'ils introduisent sous la glace. Sa flottabilité l'empêche de couler. Les pêcheurs Bouriates font alors un second trou à l'endroit où arrive approximativement le bout du chevron. À l'extrémité arrière de celui-ci, ils attachent successivement une corde, puis le filet, et finissent de pousser le chevron vers l'avant. En fourrageant quelques instants dans l'eau glacée avec une gaffe, ils récupèrent le madrier et en tirant sur la corde, tendent ainsi le filet sous la banquise. Depuis la fin du XVIIe siècle, les Bouriates convertis au bouddhisme vénèrent le Dalai Lama. Après bien des turpitudes, dont leur adhésion forcée à la religion du soviétisme, de nombreux Bouriates sont revenus à leurs racines et peuvent de nouveau fréquenter les temples dans la sérénité retrouvée. Au monastère d'Oulan-Oudé, capitale de la Bouriatie, sont formés les jeunes moines. Les vocations sont nombreuses et le nombre de lamaseries en progression constante. Les Bouriates
ont repris le chemin de leur identité longtemps étouffée, presque perdue. Les pêcheurs bouriates sont venus relever le filet posé la veille. Pour contrer le vent sibérien congelant tout sur son passage, les hommes ont traîné un abri au-dessus du trou fait dans la glace. Il leur reste à remonter le filet et son contingent d'eau moule, de chabots, de saumons et de petits esturgeons. La pêche n'est pas miraculeuse, mais le Baïkal sait être reconnaissant envers ceux qui l'aiment et le protègent. Cette véritable mer intérieure ne subit pas l'embâcle et la débâcle de façon synchronisée du nord au sud et d'est en ouest. La banquise est encore en place quand une partie de la côte méridionale est déjà libre de neige. Les éleveurs pasteurs bouriates en profitent pour sortir leur cheptel. Les hommes, lointains descendants des armées de Gengis Khan, cavaliers toujours émérites, encadrent les ovins. Ces deux hommes armés appartiennent à une brigade anti-braconnage chargée de veiller sur cette partie du lac. Ces paysages grandioses recèlent de nombreuses espèces animales très recherchées pour leur fourrure. Dans ces forêts de conifères se cachent de blanches hermines, des iblines, mais aussi des loups, des cerfs et des daims. Et les bouriates, vivant en osmose avec la nature, tiennent à préserver ce patrimoine naturel fabuleux. Ils ont d'ailleurs courageusement bravé Staline pour créer la première société écologique de l'ex-Union soviétique destinée à la protection du lac Baïkal. La taïga couronne le haut de notre planète. Elle couvre 10% des terres émergées et compose le quart des forêts enracinées sur la Terre. Bouleaux, mélèzes et conifères en composent les principales essences. Ces arbres se sont adaptés aux incroyables rigueurs du climat, où le thermomètre flirte allègrement entre moins 50 degrés l'hiver et parfois plus de 30 degrés l'été. C'est un territoire de légende comme celle de Derzu Uzala, ce chasseur nanaï qui ne tirait jamais sur les tigres tant il les vénérait. Viktor Youdin est biologiste à l'Académie des sciences russes. Il est responsable du programme de protection du tigre de Sibérie, dont on estime à environ 400 le nombre d'individus vivant encore dans tout l'extrême-orient sibérien. Autant dire pratiquement plus. Il y a 10 ans, Viktor Youdin a sauvé des balles des braconniers 2 bébés tigres. Un mâle et une femelle. Ils se sont reproduits en semi-liberté dans le très vaste enclos mis à leur disposition. 2 tigros sont nés au printemps. Quotidiennement, le biologiste les regarde grandir et observe les soins et l'éducation prodigués aux jeunes par une mère attentive et patiente. Le scientifique voue une passion sans limite à cet extraordinaire animal et le considère comme la suprême création de la nature.
En 10 années de cohabitation avec les tigres, il a beaucoup appris de leur comportement. Un travail impossible à réaliser en pleine nature, tant le grand félin est difficile à surprendre. L'art de son déplacement, dit-on, tient de la magie. Car si vous apercevez un tigre, lui vous a déjà vu 1000 fois. Le tigre de Sibérie est remarquablement bien adapté à la neige et au froid. Dès le début de l'automne, il accumule le long de son ventre et de ses flancs une couche de graisse pouvant atteindre 5 cm d'épaisseur. Sa fourrure très dense et splendide fait le reste. Près de 3 mètres et jusqu'à 250 et même 300 kg de muscles, de souplesse et de force, cet animal extrêmement discret tue toujours vite et proprement. La neige facilite le travail du scientifique. Les empreintes sont pour lui un livre ouvert sur les habitudes des animaux, leurs déplacements, l'endroit de leur tanière, mais aussi leur taille et leur poids. Chaque matin, il prépare le déjeuner de ses protégés. Quelques dizaines de kilos de viande grossièrement découpée. Ces coups de hache n'ont de toute façon pas la puissance des mâchoires des tigres, capables de réduire en poudre un fémur de cerf comme un vulgaire os de poulet. Les jeunes, remarquablement éduqués par leur mère, reproduisent ces comportements et calquent leurs attitudes sur les siennes. Ils restent auprès d'elle jusqu'à l'âge de 3 à 4 ans environ. Ensuite, elle leur signifiera fermement de partir vivre leur vie et d'aller chercher un autre territoire dans la taïga. Après le repas, le tigre fait immanquablement la sieste, non sans s'être au préalable roulé dans la neige avec volupté. Chez les jeunes tigres, tout est prétexte aux jeux virils, mais toujours amicaux. C'est aussi leur manière d'acquérir les réflexes et les techniques d'attaque qui leur seront indispensables dans leur vie d'adulte. Les tigres de Victor Youdin peuvent jouer tranquillement. Ils sont pour l'instant hors des dangers qui guettent leurs congénères dans la taïga. Bien que protégée, l'espèce risque de disparaître. Le braconnage n'a jamais cessé et les grandes forêts du territoire des tigres de Sibérie sont mises à mal par les multinationales du bois. Le plus puissant et le plus beau des félins risque un jour de ne pouvoir exister qu'en captivité et de s'ennuyer à mourir définitivement. Nicolas est à bord d'un petit Antonov II qui, à l'époque soviétique,
servaient au transport et au ravitaillement régulier des peuples sibériens perdus dans la taïga et la toundra. À ses côtés, de jeunes Nénètes scolarisés dans la petite ville de Doudinka, à 2 ou 3 jours de marche de leur famille nomade. Ça sent la maison, hein. Retour au bercail. On ramène à la maison 4 enfants Nénètes, 4 représentants magnifiques de tous ces peuples du Nord, disséminés dans l'immensité de la Sibérie. Ces hommes et ces femmes qui, depuis la nuit des temps, ont été animés par une incroyable pulsion de vie. Comment ont-ils pu résister à des climats aussi hostiles? Probablement en faisant allégeance à la nature. Ces peuples sibériens, des Aléoutes, aux Tchouk, aux Evens, aux Dolganes et aux Nénètes, et j'en oublie beaucoup, les Bouriates en font partie. Chacun a occupé son territoire, probablement en coïncidence avec des niches écologiques occupées par les animaux. C'est valable d'ailleurs dans les peuples du Nord jusqu'aux Inuits, la civilisation du phoque. Les Nénètes peuvent être considérés comme la civilisation du renne. D'autres sont restés dans la forêt et ont conservé leur tradition de chasseurs, alors que les Nénètes sont des illustres éleveurs. Où le sont devenus, on en parlera avec Boris Chichelot tout à l'heure. Sur la toundra balayée par le vent et la neige, vivent au milieu de nulle part les derniers représentants des peuples oubliés du cercle polaire. Nicolas Hulot va les rejoindre et partager leur existence en symbiose totale avec la terre sibérienne. Nicolas Hulot survole les terres immaculées situées au-delà du cercle arctique. Il va rejoindre le scientifique et ethnologue Boris Chichelot chez les Nénètes, l'un des peuples oubliés de Sibérie, nomades éleveurs de rennes et derniers poètes de la toundra. Des milliers de kilomètres qui défilent sous nos ailes, l'immensité perdue de la Sibérie. On a du mal à imaginer combien ces deux écosystèmes qui sont intimement liés, la forêt, la taïga et la toundra après la steppe, jouent un rôle important dans les échanges avec l'atmosphère. Il faut d'abord se rendre compte que la taïga est une forêt qui s'étend d'une manière continue sur tout le continent américain et sur le continent de l'Eurasie, sur une bande de 500 à 1500 km de large, ce qui est gigantesque, car ça fait une des forêts les plus importantes au monde, 22 fois la surface de la France. Et on a longtemps pensé que cette forêt et la toundra associée jouaient un rôle négligeable dans les échanges avec l'atmosphère. Et l'on découvre aujourd'hui que ce rôle est peut-être beaucoup plus important et que les élévations de température que l'on commence à enregistrer du fait de l'aggravation de l'effet de serre pourrait ici avoir un rôle d'emballement, tout simplement parce que le sol, qui est quasiment gelé en permanence, le fameux permagel ou permafrost, contient beaucoup de matière organique dont la décomposition à cause des températures très basses est particulièrement lente. Et comme les modèles montrent que l'élévation de température due à l'effet de serre serait probablement 2 à 3 fois supérieure dans les latitudes nord, eh bien cette décomposition avec l'élévation de température pourrait libérer soudainement et brutalement une quantité de gaz carbonique organique et de méthane considérable qui pourraient à leur tour rejoindre l'atmosphère et participer aussi à l'effet de serre. Cet emballement en spirale pourrait avoir un effet assez désastreux sur les changements climatiques planétaires. Ceci explique bien encore ou illustre bien encore
l'unité des choses. Andrei, le chef du clan, a entendu approcher l'avion. Hommes, femmes et jeunes enfants sont rassemblés et attendent ce qui est un événement dans la vie du camp. Le petit Antonov, surnommé Anouchka, est un vestige de l'ère soviétique. Il y a quelques années, lorsque les éleveurs de rennes étaient subventionnés, les avions se posaient régulièrement sur ces territoires. Aujourd'hui, c'est terminé. Les Néniets assument leur existence nomade sans aucun secours extérieur, mais ils ne représentent plus que le 5e de leur peuple. S'ils ont su, à l'inverse des Néniets sédentarisés, préserver leur mode de vie, cela tient presque du miracle, et sans doute au fait qu'ils ont résisté aux sirènes vénéneuses de la ville et de ses dangers, l'alcool, la violence et le chômage. Ah Maurice, Salut, c'est surréaliste d'être là. это Николя, Андрей. On n'arrive pas à croire qu'il y a des gens qui vivent ici. Ah oui, Hein? c'est du paradis, hein. Écoute, en tout cas, c'est insensé. Insensé parce que quand tu voles comme ça sur une telle distance, tu as l'impression que c'est désertique. Puis tout d'un coup, hop, tu surprends quelques tchoums. Et là, bah, ça confirme qu'il y a bien des hommes qui se sont affranchis de la Sibérie depuis longtemps. Combien ils sont dans le campement? Сколько вас здесь, спрашивает он. Ну сейчас вот сколько человек вместе? С детьми? Больше 10, человек 15. Une quinzaine de personnes ici, avec les enfants. Ils sont tous plus beaux les uns que les autres. И все красивые. Кто лучше другого. Tu le remercies de nous accueillir. Спасибо большое за встречу, за хорошую. Спасибо. Andrei montre à Nicolas le Balok, la baraque montée sur patins qu'il partagera avec Boris Chichelot et un homme du clan. Déjà l'Antonov décolle, abandonnant la tribu à la solitude de la toundra. Engoncés dans leur malitsa et leur sovik, ces longs manteaux gants faits d'une double peau de renne à la fourrure intérieure et extérieure, habillés de grandes bottes fabriquées sur le même principe, les enfants et les adolescents se préparent à leur manière à la levée du camp annoncée la veille au soir. Cet événement rythme tous les 2 ou 3 jours la vie de la petite communauté. Andrei s'est emparé d'un lasso tressé de 3 fines lanières découpées en cercles concentriques dans une peau de renne. À son approche, une partie du troupeau détale. Mais son œil exercé repère immédiatement les animaux les plus vaillants, ceux le plus à même de tirer les charges. Chacun sait exactement ce qu'il doit faire. En 3 heures, la petite communauté composée d'une douzaine d'adultes, d'autant d'enfants et d'adolescents, et les 2000 rennes seront prêts à partir. Des sacrés préparatifs pour déplacer le camp, mine de rien. Oui, oui. C'est un gros boulot, parce qu'il faut atteler. Combien il doit Plus de 80 rennes, il faut attraper et atteler. On voit bien combien les Néniets ont su utiliser toutes les ressources que le renne pouvait leur prodiguer, et ça couvre pratiquement l'essentiel et même plus que l'essentiel de leurs besoins.
ils s'en nourrissent. Oui. Ensuite, ils utilisent évidemment les peaux à la fois pour se protéger du froid et pour s'habiller. Oui. Et puis surtout, le renne est un animal de transport. Parce qu'on ne réalise pas combien l'écologie du renne a conditionné la vie des gnognettes. Parce que le renne, enfin le caribou, par définition, c'est un animal qui fait des migrations. Et le renne domestique également, tout simplement parce que la nourriture de base du renne, c'est le lichen. Le lichen, oui. On voit, si ça ressemble à un champ de bataille ici, c'est que les rennes passent leur temps à fouiller la neige pour aller manger cette plante qui est assez exceptionnelle. D'ailleurs, c'est un organisme très particulier parce que c'est ce qu'on appelle un organisme symbiotique. C'est un champignon, le lichen, associé avec une algue. Et c'est un échange de bons procédés. Le champignon abrite l'algue et l'algue, par la photosynthèse, fabrique la nourriture dont le champignon et elle-même se nourrissent. Et le renne est un mangeur essentiel de lichen. Mais le lichen a ce problème d'ailleurs de toutes les plantes dans ces latitudes nord, c'est que la croissance est excessivement lente ici, tout simplement parce que la photosynthèse elle-même est lente et que quand on est resté 3 jours au même endroit, il faut repartir, on ne peut pas revenir ici avant plusieurs années. Donc il faut toujours se déplacer. Le lichen ne repousse plus si le pâturage est piétiné. Et d'ailleurs, on peut comparer la croissance de lichen avec l'évolution de la culture. Si la culture est piétinée, comme c'était le cas pendant la période soviétique, il est très difficile pour quelques générations de se remettre debout et pour réapprendre la tradition des ancêtres. Ça tient presque du miracle, parce que quand on voit toutes les agressions que les peuples autochtones du Grand Nord ont subies, d'abord par les Cosaques, qui ont, entre autres, exigé qu'ils payent tous un tribut très lourd en fourrure. En fourrure, oui. Les Soviétiques qui ont fait en sorte que le nomadisme cesse. Cette sentence terrible qui disait que le socialisme ne pouvait supporter le nomadisme ou que le nomadisme était incompatible avec le socialisme. Oui. Ça a créé des ruptures tragiques dans toutes ces cultures et quelquefois un fossé irréversible, ce qui n'a pas été le cas chez les gnognettes. Et puis maintenant, le quasi-abandon des Russes. Parce que c'est grotesque cette phrase, parce que la sédentarisation n'est pas compatible avec le mode de vie de rennes. Donc il fallait détruire la réniculture complètement. Ça procède soit d'une ignorance, soit d'une prétention absolue. Oui, absolument. Chaotique en apparence, le départ s'effectue selon des règles, des rites et une hiérarchie respectée de tous. Avec la lumière rasante, ça fait presque trop d'émotions simultanées. Et c'est surtout le sentiment de participer à un moment de vie qui doit être pratiquement semblable à ceux que leurs ancêtres ont connus pendant des siècles et des siècles. Ah oui, tout à fait. C'est majestueux, vraiment. C'est pas pour la première fois que je nomadise avec eux, mais ça m'emporte incroyablement. C'est quelque chose absolument inoubliable, ça change tout.
m'empêcher quand je les regarde comme ça se déplacer d'un camp à l'autre avec l'ensemble de leur équipement, à cette remarque que quelqu'un faisait à propos, tu sais, de notre culture industrielle et technologique. Il disait, le problème de l'humanité, ce ne sont pas les hommes, c'est la masse de choses inutiles que l'on traîne derrière soi. Et là, quand on voit cette caravane magnifique, on se dit que eux, ils ne traînent que l'essentiel. Il n'y a pas de place pour l'accessoire ou le superflu. Et sans tomber dans la démesure, il y a peut-être quand même quelques leçons à prendre de ces cultures de subsistance. Ouais. Nous, on est passé vraiment d'un extrême à l'autre. Et je ne sais pas à quelle extrémité l'humanité est la plus belle et la plus sûre. Oui. Je suis frappé de réaliser au cœur de notre voyage combien nous avons occulté complètement la réalité géographique, ethnique et historique du Grand Nord et notamment de la Sibérie, qui est une entité en soi parce qu'il y a vraiment une civilisation circumpolaire. Et nous, on s'est un peu limité à être fascinés par les Inuits. On a beaucoup parlé à juste titre des Indiens, mais le vrai foyer de civilisation, c'est ici. Non, oui, on Et a pour très des peu parlé raisons de Sibérie, probablement presque aussi politiques, tout cela nous a échappé, alors que c'est une palette de l'humanité magnifique et remarquable qui a été animée par une pulsion de vie incroyable. Car quand on regarde la nature ici, elle nous manifeste une indifférence absolue. Et il faut être niéniette pour être capable de puiser ses ressources et de passer comme ça à travers les âges dans des conditions aussi hostiles. Vraiment, s'il y a des hommes sur Terre qui méritent leur territoire et qui se sont façonnés un monde, ce sont bien eux, tout simplement parce qu'ils n'ont pas essayé de faire un bras de fer avec la nature, ils s'y sont soumis habilement, Oui. en utilisant sans gâchis la moindre de leurs ressources. On regarde l'allure magnifique de notre caravane derrière avec l'ensemble du troupeau et ces maisons qui vagabondent comme irréelles dans l'immensité de la toundra. C'est le mois de mars, le soleil brille, il fait moins 40 degrés. Depuis son départ, la caravane a parcouru une quinzaine de kilomètres en 4 heures. Andrei donne l'ordre de stopper. Le troupeau cherche immédiatement sa pitance sous la neige. Il est l'unique patrimoine du clan, son capital, son épargne. L'instinct grégaire des rennes les fait se rassembler. Mais il faut prendre garde qu'aucun ne s'éloigne. Les loups en nombre croissant dans la toundra chassent en meute et sont toujours à l'affût. On fait descendre les enfants des traîneaux pour les conduire au chaud, bien à l'abri dans les balloques. Habillées d'une double pelisse de renne, ces cabanes mobiles sont pour les niéniettes d'une utilisation récente. Elles ont été copiées sur celles des Dolganes, autres nomades du cercle arctique. Victor, âgé de 14 mois, les yeux écarquillés sur ce qui l'entoure, ne manque pas une miette du spectacle. Très attentives, les mères n'ont cessé au cours de la transhumance de prendre garde à ce que les enfants ne prennent pas froid. Rester immobile pendant 4 heures, avec de telles températures, peut se révéler très vite dangereux. Chaque adulte de la communauté s'attelle à la tâche qui est sienne, souvent imitée par les plus jeunes. Le bois est rare et précieux. Sa quantité est calculée au plus juste. Il est le plus souvent récupéré au fil de la transhumance,
là où il a été stocké en prévision du passage de la caravane. Dans le désert blanc, l'eau est en morceaux, toujours à portée de main. Si la toundra est le domaine des hommes, l'organisation de la vie communautaire dans les Baloks et sous le Tchoum est affaire de femmes. Il n'y a ni rapport de force, ni soumission, ni rivalité entre les sexes, simplement une complémentarité indispensable pour survivre dans un univers difficile. Le Tchoum porte le nom de Nenyemia et signifie le vrai habitat. Le foyer, fondement de cette tente traditionnelle, est installé le premier. Puis c'est au tour des longues perches en bouleau de 5 à 7 mètres, fichées en cercle dans le sol et attachées en leur sommet. 3 d'entre elles sont sacrées et habitées par l'esprit protecteur. Le tout est ensuite recouvert de double peau de renne. Le Tchoum n'est pas sans rappeler le tipi des Indiens. Il est prêt à accueillir le rassemblement des Néniets et de leurs invités. Un renne a été sacrifié. Pas seulement parce que Nicolas et Boris Chichelot sont là. Les Néniets ont une alimentation essentiellement carnée. Ils mangent environ 1 kilo de viande par jour et par personne, mais aussi du poisson, des plantes et des baies de la toundra selon la saison. Ils disposent aussi aujourd'hui de farine, de sel, de thé et de sucre achetés en ville. Les meilleurs morceaux du renne abattu sont dégustés crus, sur place, quand la chair est encore chaude. Ils se partagent avec délectation le foie, le cœur, les côtes et boivent le sang encore fumant. Un sang dont ils répandent toujours discrètement quelques gouttes sur la terre nourricière et sacrée. Andrei et son clan n'ont aucun voisin 100 km à la ronde. Chaque rencontre est une fête. Dis-leur que je bois à leur santé. Et Nicolas пьет за ваше здоровье. À l'amitié franco-nénète. За французско-ненецкую дружбу. Я сам Москву не знаю, где находится. Je le demandais, est-ce que tu as une idée où se trouve la France? Il a dit, je ne sais pas même où se trouve Moscou. Et nénète, ça veut dire quoi? Et les nénets, ça veut dire tout simplement l'homme. Ils n'ont jamais eu d'écriture. Тунгус там, Долганин. Но у вас не было письменности никогда раньше. Письменности своей. Не было раньше. Non. C'était la transmission orale, les mythes, les légendes, l'histoire orale du peuple. Et est-ce qu'ils ont une religion? Est-ce qu'ils sont toujours, comme l'ont été beaucoup de peuples de Sibérie, empreints de chamanisme? Ou est-ce que tout ça a disparu? Parce que les soviétiques ont mené une guerre радикаль contre les chamans. Николай спрашивает, ну, у немцев, как и у других народов, была своя религия, вообще вера была своя. Она и осталась все-таки? Да? Осталась. Андрей? Да? Да, да. К огню все относятся так с уважением. Пока огонь горит. Oui, il n'y a pas de chaman, mais il y a de foi et de croyances ancestrales. Par exemple, c'est la vénération du feu, qui est gardien de la vie. Qu'est-ce qu'ils ont comme pharmacopée ou pour se soigner? А есть ли у вас, вот, это, наверное, к бабушкам вопросы, какие-то народные средства, чтобы вы могли сами лечить в случае Si un заболеваний? enfant se brûle avec la bouilloire, Например, par exemple, qu'est-ce qu'ils есть font? Ну, растения тут собираем, например, багульники от кашля хорошо. Такие вот собираем. Oui, il y a des plantes qu'ils connaissent De la toundra? de la toundra
Est-ce qu'il est inquiet pour sa famille ou est-ce qu'il est confiant, serein? C'est-à-dire, est-ce qu'il sait que la nature lui donnera toujours ce dont il a besoin? Ou est-ce que chaque jour, c'est une nouvelle inquiétude pour être sûr d'avoir du bois, que l'élevage se passe bien, qu'il y ait du poisson, que... Voilà. Est-ce que c'est une inquiétude permanente ou est-ce que c'est la routine, quoi? Андрей, есть ли у тебя какое-то, вот спрашивает Никола, ну, какое-то беспокойство за будущее? Или ты уверен, что вот если вы работаете, то есть олени, и рыбалка, и можно прокормить семью, и... Я уверен, нам больше ничего так-то не нужно. Уверен. Ведем свой такой образ жизни. Je suis tout à fait persuadé parce que c'est notre mode de vie et il y a tout à fait suffisant de tout ce qu'on a. Suffisamment. Les rennes, les poissons. Je n'ai pas d'inquiétude ici. Vous l'avez dit. Je lui demandais sa fille cadette, est-ce qu'elle va vivre dans le Tchoum ou Balok avec un éleveur de rennes? Il dit que je ne sais pas, mais Yuri, c'est certes. Certain. Il sera certain. Il sera éleveur de rennes. Нет и все. Quand ses enfants partent à la ville, il est inquiet? И когда дети в город уходят, есть беспокойство какое-то, что они не вернутся или будут что-то делать? Девки-то всегда не возвращаются. Non, это девы. Ce sont des filles qui ne rentrent pas. Ah oui. Et les garçons, ils aiment la vie de la toundra. C'est quoi ça, arrête? Война? Это олень, нет? Олень. Олень. C'est les rennes. La péninsule du Taïmyr recèle à elle seule plus d'1 million de rennes sauvages, appelées aussi caribous. D'autres herbivores, échappés de la préhistoire, occupent une niche écologique totalement étrangère à celle des rennes. Pas de lichen au menu de ces bœufs musqués, mais les robustes joncs cachés sous la neige et la glace qu'ils découvrent de leurs puissants sabots. Appelés barbus par les Inuits qui les connaissent depuis la nuit des temps, les bœufs musqués ont coexisté avec les mammouths et n'ont guère changé depuis. La Sibérie avait perdu tous les siens, jusqu'à ce qu'on en exporte une soixantaine au Taïmyr en provenance d'Amérique du Nord. Depuis, leur incroyable faculté à résister au grand froid leur a permis de se multiplier. Couvert d'une croûte de neige et de givre, la harde ressemble de loin à des rochers. À la moindre alerte, pour protéger les femelles et les jeunes, le troupeau se regroupe en un cercle ou un croissant défensif, compact, impressionnant et dissuasif. À la tête du troupeau, le mâle dominant donne l'exemple, le bourrelet de cornes et d'os barrant son front bien campé face au danger. Mais le salut de la harde existe aussi dans la fuite éperdue. Espace emblématique de l'Arctique, la toundra subira encore longtemps les séquelles des expérimentations secrètes effectuées durant les longues années de la guerre froide. Mais la toundra, c'est aussi et surtout le royaume du loup. Grand, fort, rusé,
Il peut mesurer 1 mètre au garrot et peser 65 kilos. Le froid lui importe peu. Il est habitué et son épaisse fourrure le protège. L'animal peut patienter plusieurs semaines sans s'alimenter. Le renne est sa proie favorite. Il la flaire de loin, attend le moment propice. Le loup chasse en famille, une meute cohérente, hiérarchisée, communicante, menée sans faille par un couple dominant qui ne supporte aucune contestation de son pouvoir. Les hurlements des loups dans la toundra sont légendaires. Ils s'entendent 10 km à la ronde, glaçant le sang des autres animaux, mais aussi celui des hommes. Volontiers partisan du moindre effort, la meute chasse de préférence les rennes domestiques. C'est pour elle plus facile que de poursuivre des caribous sauvages, beaucoup plus rapides et agiles que les canidés. Dans un troupeau, les loups repèrent et pourchassent les individus les plus vulnérables et les plus faibles jusqu'à leur épuisement. Ensuite, c'est la curée. La population des loups de Sibérie ne cesse de croître. À l'époque soviétique, on les chassait en hélicoptère. Des milliers de géologues, d'hydrologues, de techniciens en tout genre et leur matériel avaient investi la toundra. Tous sont repartis. Les loups règnent désormais en maître absolu, ne pensant plus qu'à faire ripaille. Les Niéniètes le savent et se méfient. Andréi et Nicolas se sont un peu éloignés du campement. Un tout jeune garçon, intrépide et curieux, leur a emboîté le pas. L'hiver, la neige nivelle les paysages, mais la toundra est en fait constituée d'innombrables lacs, cours d'eau et marécages. Andréi est venu ici il y a quelques jours pour poser un filet. Il vient le relever, mais lui seul est capable d'en retrouver l'emplacement sous la neige fraîche. J'ai du mal à imaginer qu'on va à la pêche. Là. Oh, il y a du poisson là-dessous. Hop là. Vas-y. Glisse. La pêche permet aux Niéniètes de diversifier leur nourriture. Mais l'entreprise est plus fastidieuse que d'abattre un renne domestique ou sauvage. Et l'on ne sait jamais si les poissons se seront fait prendre dans les mailles du filet. À toi. Hop là. Là-dedans. Ну вот, проверяй. Allez. О, on tire. Le dîner qui arrive.
Hein. Je ne pensais pas qu'il y avait de la vie à cette époque-ci de l'année sous le lac. Wow, il est beau celui-là. Brochet. Все, иди, все. Vous remettez? Не надо, не Non? надо. Нет. Не. Нет. И все. Ok. Bien. Le temps de rapporter au camp le produit de la pêche, les poissons sont congelés. Tout comme le renne, sitôt dépecé est en partie consommé sur place, le poisson, sorte de saumon gras à la chair tendre, égoutté cru et conditionné immédiatement en stroganine. Ces fins copeaux de chair simplement trempés dans du sel sont un mets particulièrement apprécié des Néniets. Le reste du poisson, comme la viande, sera bouilli ou conservé par le froid ambiant. À l'abri du balok, plus vaste et plus confortable que le tchoum, les femmes travaillent les peaux de renne. Tout un art. Elles les tannent, les assouplissent, les assemblent ou les réparent avec patience et minutie. Les gants sont cousus dans le prolongement des manches et une ouverture pratiquée dans la paume permet de sortir la main si besoin est. Les bottes, elles aussi, ne font qu'un avec le pantalon, évitant les déperditions de chaleur. Ainsi vêtus, les hommes peuvent rester toute la nuit dehors lorsqu'il leur faut défendre le troupeau de rennes contre les hordes de loups. Boris Chichelot questionne et prend des notes. Depuis 30 ans, il consacre sa vie à étudier les traditions et les coutumes des peuples sibériens. Il connaît depuis longtemps Andreï et son clan. À chacune de ses visites, il perce un peu plus les secrets bien gardés de la vie des Néniets. Plus qu'un travail, c'est pour lui une véritable passion. Да, молодого теленка. С молодого теленка? Это с новорожденного или нет? Новорожденный, он не в августе. Ты вот у старшей, да? Да. Она носит еще? Или Да. просто у нее осталось? Она носит, я только зашила. А сколько ей лет? La jeune mère met une touche finale au manteau de sa petite fille. Quelques rubans de couleur, à la fois symbole et signe distinctif. А где вы берете вот эти ткани? И вы все сохраняете их? Когда шьешь, там же... أبغى كوش بان Что они пинхая, мальчика не мягкного. Les distractions sont rares dans la toundra. Les Néniets n'ont de contact avec quiconque pendant des semaines. Alors les jeunes garçons cultivent leur adresse et s'entraînent au jeter de l'assaut. Un geste indispensable dans leur vie future de derniers représentants du peuple des rennes. La lutte est un autre jeu très prisé tant par les hommes que par les femmes et pratiqué dès le plus jeune âge. L'espérance de vie des Néniets ne dépasse pas 50 ans dans la toundra.
Mais eux au moins vivent intensément la nature avec ce qu'elle peut avoir de terrible et de splendide à la fois. L'existence de leurs compatriotes sédentarisés dans les villes, confrontés pour la plupart à une intégration difficile, n'a rien à leur envier. Sur 360 degrés, tout est beau. En tout cas, dans cet ermitage absolu, je crois qu'on aura vécu une expérience esthétique du sublime hors norme, qui ne sera pas d'ailleurs sans effet sur les visiteurs que nous sommes. Quand je regarde ça, je repense comme ça à un texte qu'avait écrit Tolstoï au retour d'une promenade qui lui aussi l'avait beaucoup marqué. Il s'interrogeait, se demandait, est-il possible que le sentiment d'amertume, de vengeance, la passion pour la destruction de notre propre espèce puisse survivre face à un tel spectacle? Tout ce qui est mauvais dans le cœur de l'homme devrait, me semble-t-il, disparaître, tant cette beauté est l'expression même de Dieu. Et les Indiens le disent à leur manière, ils disaient le cœur de l'homme éloigné de la nature devient dur. Et en tout cas, quand on observe, comme on le fait depuis plusieurs jours, la simplicité des gestes des Niéniètes, l'économie mesurée des moyens employés pour survivre avec une grande efficacité et un long succès, on se dit que au cours de notre histoire fulgurante, on a perdu quelques notions essentielles et surtout quelques vérités simples, à commencer par la plus simple d'entre elles. Nous sommes tous des enfants de la nature. Et quand on observe l'humilité avec laquelle les Niéniètes vivent, on se dit que ça procède certainement d'une conscience extrême de la fragilité de l'environnement circumpolaire dans lequel ils vivent et de la conscience aussi que toute atteinte à l'intégrité de leur écosystème précaire pourrait être irréversible. Ça, ce sont des notions qui nous sont, à nous, de plus en plus étrangères. En tout cas, si le degré de civilisation d'un groupe humain se mesure à l'harmonie des relations qu'il entretient avec son environnement, eh bien, il y a une chose qui est certaine, c'est qu'on sait où placer les Niéniètes et on sait où nous placer. Bonsoir. Thank you.